Combien y a-t-il d'États dans le monde ? 193 si on compte le nombre d'États membres à l'ONU, ou bien plus. Pourtant, sans être à l'Organisation des Nations Unies, des États se revendiquent comme tels, ont un drapeau, un hymne, voire une monnaie. Des États fantômes plus ou moins établis, aux contours plus ou moins flous, qui sont le sujet du livre dont on va parler aujourd'hui sur Euradio. Et on en parle avec celui qui est docteur en études slaves et directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de la géopolitique de la Russie. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Les États fantômes, ces territoires non reconnus qui bousculent l'ordre mondial. C'est sorti fin janvier aux éditions Erol. Alors, vous avez eu l'idée du livre, c'est ce que vous dites dans les premières pages, lors d'un voyage en Transnistrie. C'est une région de la Moldavie, dans l'Europe orientale. Pourquoi ça symbolise bien cette Transnistrie, ce que vous décrivez dans votre livre ? Alors en fait, c'était assez fascinant. Donc je suis allé en 2021 en Moldavie pour faire ce qu'on appelle dans la recherche un terrain de recherche. Donc je voulais interviewer des gens, rencontrer du monde, essayer d'avancer dans mes travaux. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Transnistrie. Alors il s'avère que la Transnistrie, c'est une région séparatiste de la Moldavie. Et en fait, depuis le début des années 90, c'est une région finalement autonome qui réussit à fonctionner grâce à l'aide militaire de Moscou, de la Russie, de Vladimir Poutine aujourd'hui, qui finalement utilise cette région comme un levier d'influence face à la Moldavie. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que quand on arrive en Transnistrie, en fait, on a vraiment l'impression d'être en URSS. Donc, c'est-à-dire que on a un hymne qui ressemble farouchement à l'hymne soviétique, un drapeau qui renvoie au drapeau de la région à l'époque soviétique. On a des statues de Lénine un peu partout, etc. Et bref, il y a cette idée finalement que cette nation qui n'est reconnue, il faut bien s'en souvenir, par personne, aucun des 193 États des Nations Unies ne reconnaît l'indépendance de la Transnistrie, cette nation qui n'est reconnue par personne, en fait, elle a tous les attributs d'une nation classique, sauf, et c'est important, on y reviendra peut-être, sauf la capacité de rentrer en discussion d'égal à égal d'un point de vue diplomatique à l'ONU, par exemple, avec d'autres États. Mais pourquoi c'est difficile de définir un État fantôme ? C'est le titre de votre livre, mais vous l'expliquez, il n'y a pas vraiment de définition très claire. Alors, il n'y a pas une définition claire, effectivement, et il y a un débat chez les chercheurs et les chercheuses depuis des années, justement, sur quel terme utiliser, comment l'utiliser, ce que ça signifie, etc. Donc, certains parlent d'État de facto. Parfois, on parle d'États séparatistes, sécessionnistes, etc., etc. Moi, j'ai voulu utiliser l'expression État fantôme pour justement essayer d'englober à la fois ces États de facto, donc comme je le disais, qui ont un drapeau, un hymne, etc., mais qui ne peuvent pas rentrer en discussion d'égal à égal avec d'autres États. J'ai voulu aussi, dans cette définition, englober les États plus petits, plus autonomes, ce qu'on appelle justement des micronations. Alors parfois, c'est des États justement qui fonctionnent grâce à ce qu'on appelle au Bitcoin, parce que on a un individu du type Elon Musk, par exemple, alors pas Elon Musk lui-même, mais du type Elon Musk qui se dit libertarien et qui dit en fait on peut racheter cette région et en faire un instrument de pouvoir ultralibéral, etc., etc. On a aussi d'autres individus plus larges qui décident par exemple de racheter soit une plateforme pétrolière dans les eaux internationales, soit carrément l'espace extra-atmosphérique pour dire écoutez, ça c'est ma nation, je plante un drapeau et je cherche à être reconnu à l'ONU. Alors évidemment, c'est un peu fantasque comme ça, mais cette définition large, elle mérite de pouvoir penser finalement les nouvelles formes d'État-nation au XXIe siècle et de pas se cantonner aux définitions peut-être plus anciennes. Et justement, pourquoi c'est important de parler de ces États fantômes aujourd'hui, en 2026, à l'heure où on voit de grands bouleversements géopolitiques à l'échelle mondiale ? Alors c'est important parce que, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup d'États fantômes aujourd'hui se situent au carrefour des grands conflits de la géopolitique mondiale. Je vais en citer quelques-uns, mais c'est assez effarant finalement. Taïwan. Évidemment, Taïwan est un État fantôme, peut-être l'un des plus connus, est au cœur des rivalités de pouvoir entre les États-Unis et la Chine, et entre plus largement la Chine et le monde occidental. On a la Palestine. Là, pour le coup, c'est vraiment l'État fantôme dont on parle le plus ces dernières années avec les bombardements à Gaza. La Palestine, c'est fascinant. La Palestine, c'est l'État fantôme tout simplement le plus reconnu de la planète. Aujourd'hui, on a 158 États
qui reconnaissent l'indépendance et l'existence de la Palestine, et pour autant, ça ne suffit pas encore à faire de la Palestine un État à part entière. On a également le Kosovo, qui est un État fantôme soutenu par les puissances occidentales, mais pas reconnu, par exemple, par la Chine ou encore par la Russie, etc., etc. Bref, on en a énormément, et en fait, souvent, ces États fantômes sont le nœud, en réalité, les nœuds de la géopolitique mondiale. Et je pense que, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'ouvrage, en fait, c'est très intéressant de retourner, en fait, la carte géopolitique mondiale et de partir de ces États qui officiellement n'existent pas pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a souvent l'impression finalement que ce monde est cartographié dans sa totalité. En fait non, on a énormément de zones grises qui révèlent justement un peu les limites de notre modèle post-1945. Et on en a déjà parlé au début de cette interview en évoquant la Transnistrie. La Russie a un lien particulier avec tous ces États fantômes. Pourquoi ? Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est un lien assez intéressant, c'est-à-dire que beaucoup d'États fantômes en fait sont nés au 19e, au 20e et même parfois au 21e siècle, de la chute des anciens empires, en réalité. Et finalement, le dernier grand empire à s'être effondré, c'est l'Empire soviétique en 1991. Et en fait, l'ex-URSS est jonché d'États fantômes. Je vais en citer quelques-uns, ce sera une liste non exhaustive, mais on a l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, des régions séparatistes situées en Géorgie. On a le Haut-Karabakh qui a disparu suite à une offensive azerbaïdjanaise il y a un an de ça contre l'Arménie. Et on a évidemment la Transnistrie. Et en fait, tous ces États fantômes qui sont nés de la chute de l'URSS sont aujourd'hui soutenus, en tout cas pour leur immense majorité, par Moscou, qui en fait des instruments, des leviers géopolitiques d'influence. Un exemple très clair et très concret, la Transnistrie, par exemple, en Moldavie, donc c'est la région séparatiste en Moldavie, est soutenue donc militairement par la Russie, donc il y a 1500 hommes russes qui sont stationnés là-bas, et à chaque fois que Maya Sandu, la première ministre moldave, fait part des velléités moldaves de s'insérer dans l'ordre occidental en rejoignant l'OTAN, la présidence même de la Moldavie. La présidence, oui, pardon, vous avez raison. À chaque fois que Maya Sandu explique justement qu'elle veut que la Moldavie rejoigne l'OTAN, Vladimir Poutine dit très bien, si vous faites ça, nous on reconnaît officiellement l'indépendance de la Transnistrie, ce qui supposerait en fait dans un second temps une annexion potentielle en fait du territoire par la Russie, qui l'a déjà fait, on l'a vu avec la Crimée, le Donbass, etc. Et donc, face à ces pressions, à chaque fois, Maya Sandu, on l'a vu l'été dernier, recule dans la foulée et dit bon, finalement la question de l'OTAN, on y reviendra plus tard, pour le moment c'est sur pause, et finalement là on voit bien que c'est une façon pour Poutine de geler en fait ces volontés pro-occidentales qui peuvent exister dans l'espace post-soviétique. Alors après, c'est le même mécanisme que l'on voit, vous l'avez cité, avec l'Ukraine et la Crimée et le Donbass, et ces territoires qui ont été envahis par la Russie. Tout à fait. En fait, on peut même dire que le Donbass, les anciennes républiques séparatistes du Donbass, donc qui étaient les noms m'échappent mais ils me reviendront, Donetsk et Lugansk, voilà. Ces deux anciennes républiques séparatistes, en fait, elles étaient des États fantômes. En réalité, entre 2014 et 2022, en fait, au moment où la Russie les a annexés. Et pendant cette période, on a vu une espèce d'entre-deux juridique, c'est-à-dire que c'était des régions qui, de facto, étaient autonomes, mais qui, de jure, n'étaient reconnues par personne. Et désormais, elles sont reconnues par la Russie uniquement comme faisant partie du territoire russe. Et donc, on voit bien les différentes étapes, c'est-à-dire que on fait partie d'un État, on se revendique autonome, on est soutenu par un État dit patron, en l'occurrence la Russie, et puis potentiellement, derrière, on intègre ce territoire, mais ça n'est pas automatique, évidemment. Alors, pour revenir en arrière, pourquoi les États fantômes, c'est une notion relativement récente, on va dire, pour simplifier, qu'elle commence à apparaître à partir du XXe siècle, ou un tout petit peu avant dans certains cas ? En fait, techniquement, des États fantômes, si on essaie de revenir en arrière, ça a toujours existé, entre guillemets, depuis l'Antiquité. On a vu des zones qui cherchaient à s'émanciper d'autres zones, etc. Mais les mots n'étaient pas les mêmes. Il faut faire attention, évidemment, à l'anachronisme. L'expression État-nation, en fait, c'est une expression assez nouvelle. Ça date du 19e siècle. Ça a construit finalement le monde dans lequel on vit durant cette période jusqu'à la première moitié du XXe siècle, où en fait on a vu qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que l'ONU a été créée, l'ONU a reconnu
a fait office en fait d'organe qui reconnaissait à l'échelle internationale les États indépendants, les États qui ne l'étaient pas. Mais de fait, en fait, la conception d'État-nation étant récente, la conception d'État fantôme l'est également. Et aujourd'hui, ça pose tout un tas de questions en fait, parce que la définition d'État-nation en soi, elle est déjà assez floue. En fait, elle relève de la croyance, et j'en parle dans l'ouvrage au début. Ernest Renan, grand historien français, fin 19e, début 20e, a écrit un texte qui est très intéressant, et je vous invite à le lire, c'est tout à fait disponible sur Internet. Le texte s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et en fait, lui, il dit, notamment cette phrase, qui est assez intéressante, il dit « Une nation, c'est d'avoir fait de grandes choses dans le passé, et de vouloir en faire ensemble dans le futur. » Moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que des grandes choses ? En fait, c'est très aléatoire, ça. En fait, ça varie beaucoup selon vos conceptions politiques, ce que vous imaginez, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que la nation, c'est de l'ordre de la croyance, et à partir du moment où c'est de l'ordre de la croyance, on décide d'y croire ou pas. Aujourd'hui, la majorité de la planète cherche à y croire, mais évidemment, ça ouvre des portes, et beaucoup d'états fantômes naissent justement du fait que les gens disent, mais nous aussi, en fait, on veut exister. On parle d'une notion pas très bien définie sur Euradio aujourd'hui, mais qui donne beaucoup d'enseignements sur la géopolitique actuelle, les États fantômes. C'est le titre du livre de notre invité Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On a déjà un peu parlé de ce qui rend un État fantôme légitime, mais est-ce qu'on peut peut-être rappeler un petit peu les étapes ? Qu'est-ce qui fait qu'un État fantôme devienne un véritable État ? Alors ça, c'est assez intéressant. Quand j'ai fait mes recherches pour justement écrire l'ouvrage, j'ai essayé d'écrire à un moment donné justement le petit manuel pour devenir un État-nation, en fait. Et en fait, il y a une méthode très simple, très difficile à faire fonctionner, mais elle existe en tout cas. Donc, il faut envoyer tout simplement un dossier à l'ONU en disant, moi, je possède cet État. Et je veux le faire en sorte qu'il soit reconnu. Donc il faut 4 choses pour être un État. Il faut 1, avoir un territoire, 2, une population permanente, 3, un gouvernement qui administre ce territoire et cette population, et 4, il faut qu'on ait la capacité d'entrer en communication d'égal à égal d'un point de vue diplomatique avec d'autres États. Ensuite, on fait donc cette demande, et là, on a les 15 membres du Conseil restreint de sécurité de l'ONU qui doit dire à 9 contre 15 voix, dire oui, nous sommes favorables. Et parmi ces 9 voix, il faut absolument avoir les 5 voix des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est là où le bas blesse. Ces 5 membres permanents, c'est la Chine, la Russie, les États-Unis, la Fédération de Russie et évidemment la France. Et impossible, bien entendu, à ce stade, de mettre ces 5 puissances d'accord sur des sujets aussi importants que la création d'une nation. Pourtant, et c'est important, si jamais vous passez cette étape, alors vous arrivez à la dernière étape, et là donc les 193 membres doivent voter, et vous devez obtenir les 2 tiers des votes, soit à peu près 66,33% des voix. Et c'est intéressant parce que si par exemple la Palestine arrivait à ce stade, la Palestine, très probablement, aurait un siège à l'ONU, mais évidemment, ça bloque avant, avec souvent le veto américain. Et comment l'Union européenne se comporte avec ces États fantômes ? On pense à Chypre du Nord, par exemple, ce territoire administré par la partie turque de l'île chypriote. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que l'Union européenne n'est pas une union tout à fait unie sur tout un tas de questions, et c'est important. Donc il y a des dissensions. Il y a des dissensions également, mais concrètement, l'idée, c'est surtout de ne pas froisser les uns et les autres. En fait, le problème, quand il y a un État fantôme, c'est qu'il y a toujours 2 autres acteurs derrière. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'État-centre, celui qui revendique ce territoire et qui dit, mais en fait, il est à moi historiquement, etc. Et on a l'État patron en face qui décide d'aider en fait ce territoire séparatiste, sécessionniste, fantôme, qu'importe comment on l'appelle. Et donc le problème, c'est que si vous, en tant qu'entité, là en l'occurrence l'Union européenne, vous décidez de prendre position de façon claire et nette, en fait vous mettez à dos forcément l'État-centre. Et donc c'est pareil pour tous les États fantômes, les uns après les autres. Par exemple pour Taïwan, c'est assez fascinant parce que les États-Unis officieusement soutiennent Taïwan, mais les États-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan. Donc Taïwan qui est revendiqué par la Chine. Tout à fait. Communiste. Et donc, par la Chine communiste. Et donc en fait, on voit bien que les États-Unis marchent sur des œufs. Ils ne veulent pas froisser complètement Xi Jinping. Et donc il n'y a pas de reconnaissance officielle, il n'y a pas d'ambassade, par exemple, taïwanaise
aux États-Unis. Après, il y a d'autres choses, par contre. Il y a des comptoirs, etc. C'est pour ça aussi que l'Union européenne semble prudente avec la Palestine et sa reconnaissance. Tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, la France n'a reconnu la Palestine officiellement que l'été dernier, via Emmanuel Macron, alors que c'était à l'agenda de tous les anciens présidents depuis François Mitterrand. Il faut se rendre compte, François Mitterrand avait dit « on le fera ». Il ne l'avait pas fait. François Hollande avait dit également ça, etc. Mais c'était compliqué d'un point de vue diplomatique parce que il y avait l'idée qu'on allait se froisser derrière avec Israël et potentiellement par ricochet avec les États-Unis. Là, ce qu'a fait Emmanuel Macron, et pas uniquement, d'ailleurs, d'autres pays de l'Union européenne en ont profité. En fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de profiter, entre guillemets, du conflit à Gaza, du fait que finalement Israël était quand même en grande difficulté d'un point de vue diplomatique à l'échelle internationale pour s'engouffrer dans la brèche et dire bon, c'est fini, on reconnaît le territoire et puis qu'importe, on verra après en fait. Donc il y a quand même eu une avancée, même si bien sûr ça n'est toujours pas suffisant. Alors Lucas Aubin, l'un de vos domaines de prédilection, c'est la géopolitique du sport et vous en parlez dans ce livre. Quel rôle joue le sport et les compétitions sportives dans la reconnaissance internationale de tous ces États fantômes ? Alors c'est intéressant parce que en fait tous les États fantômes ils ont un espèce d'arsenal diplomatique pour essayer d'exister. En fait, c'est vraiment ça. Donc on va se créer une sorte d'image de marque pour pouvoir diffuser son image justement à l'international. Et donc le sport en fait c'est un des attributs de cette image de marque. En fait on pourrait même dire que toutes les nations fantômes ou pas disposent d'un hymne, d'une constitution, d'un gouvernant ou d'un mode de gouvernance en tout cas, etc. Et aussi d'une équipe de foot et aussi d'une équipe aux Jeux Olympiques, etc., etc. En fait c'est un attribut, clairement, de la nation au XXe et au XXIe siècle. Et donc, l'équipe de foot, ça va dans ce sens-là. Alors, je parle du foot, moi, ça pourrait être d'autres sports, évidemment, mais je vais vous donner un exemple très, très concret, en fait, qui révèle bien ça. En fait, l'Algérie, par exemple. L'Algérie a été, pendant un temps, un État fantôme. De 1957, en gros, à 1961, on a eu le Fonds de libération nationale de l'Algérie qui, justement, cherchait à s'émanciper à l'époque de l'Empire français. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le faire ? Alors, la guerre, c'est une chose, mais ils ont aussi créé une équipe de football indépendante de l'Empire français. Ils ont fait venir tous les joueurs algériens de haut niveau qui jouaient dans le championnat français à la AS Cannes, à l'Olympique de Marseille, etc. à l'époque. Ils les ont fait venir par avion, en leur demandant évidemment, et ils ont créé une équipe de football parallèle d'Algérie, et pendant plusieurs années, ils ont fait une tournée à l'échelle internationale pour justement faire reconnaître le pays, la nation algérienne, et ça a marché à terme. Mais évidemment, c'était pas la seule chose, bien entendu, mais ça montre bien l'importance du football et du sport de manière générale. C'est du symbole, mais vous savez ce qu'on dit, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Alors, autre type d'état fantôme, on en a parlé, vous en avez parlé rapidement au début de cette interview, ce sont les micronations, ces états inventés par des particuliers. Qu'est-ce qu'ils disent justement de l'état-nation moderne, ces micronations, ces micro-états ? Alors ça dit plusieurs choses. D'une part, ça dit le fait que les acteurs dits non étatiques ont un rôle de plus en plus important dans la géopolitique mondiale. Un acteur non étatique, en gros, c'est un individu, une entreprise, les GAFAM par exemple, on en parle beaucoup, Google, Amazon, etc. Ce sont ces acteurs en fait économiques extrêmement influents qui peuvent justement faire muter la géopolitique mondiale parce qu'ils ont justement une influence politique. Et en fait, ces micronations, souvent, en fait, elles sont le fruit de la volonté d'un individu, d'une individu ou d'un groupe de personnes qui justement dit en fait moi je plante un drapeau, j'achète cette parcelle et j'en fais un État en fait. Alors ça, les intérêts derrière, c'est des intérêts économiques, c'est des intérêts idéologiques, ça dépend bien entendu, mais ça révèle une chose, c'est que finalement je pense que les individus n'ont jamais été potentiellement aussi riches qu'aujourd'hui. On le voit, la fortune d'Elon Musk, par exemple, est vraiment extrêmement importante. Et ça ouvre de nouvelles portes, en fait. Et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le complexe de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand un individu, en fait, finalement, a tellement le melon, si on peut dire, qu'il décide de devenir le chef de son propre pays. Et on voit, en fait, plein de cas comme ça. Il y a un cas qui est assez drôle, dont je parle, enfin drôle.
on va dire, un peu fantasque dont je parle dans le livre, c'est le royaume d'Asgardia, qui a été créé en 2016 par Igor Ashurbeili, qui est un oligarque, un homme d'affaires russe, et qui a décidé donc de s'approprier l'espace pour créer la première nation dite extraterrestre. Et bien sûr, on est encore à l'ordre du symbolique à ce stade. Parce que justement, vous en parlez, l'espace c'est un enjeu de pouvoir. Alors est-ce qu'on pourrait voir il y a cet exemple, mais un nouvel État ou des nouveaux États dans l'espace ? C'est possible. À partir du moment, en fait, je pense que tant que ça reste dans l'espace, de façon, j'allais dire, immatérielle comme dans l'air, ça paraît compliqué. Par contre, quand on aura les moyens de vraiment aller régulièrement sur la Lune ou sur Mars, de créer une base viable, etc., là, il faudra se poser effectivement de nouvelles questions. En fait, Elon Musk les pose déjà, ces questions. Lui, on le sait, son objectif, c'est aller sur Mars. On peut tout à fait imaginer que quand il réussira à le faire, il plantera son propre drapeau, il nommera ce territoire et peut-être potentiellement il cherchera à se l'approprier. On n'en est pas encore là, mais on peut tout à fait l'imaginer. C'est un des futurs possibles. Bon, en tout cas, avant de voir l'espace, on peut se concentrer déjà sur ce qui se passe sur la terre ferme avec donc tous ces États qui cherchent à être reconnus. Et vous en parlez donc dans ce livre, Lucas Aubin, Les États fantômes, ces territoires non reconnus qui bousculent l'ordre mondial. On y apprend plein de choses. C'est sorti fin janvier aux éditions Erol et je rappelle que vous êtes donc directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci beaucoup Lucas Aubin d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci à vous.